Mon frère a mis ma femme enceinte, et maman les a aidés à le cacher. 6 mois plus tard, ils veulent que j'élève l'enfant, et que je paie les frais de justice de mon frère. Salut tout le monde. Avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'une des meilleures façons, pour vous, de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer de vous proposer un contenu génial. Votre soutien représente tout pour nous. Continuons à faire grandir cette chaîne, tous ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je n'aurais jamais pensé publier ici, mais j'ai besoin de vider mon sac. J'ai été complètement pris au dépourvu, par les 3 personnes qui étaient censées me soutenir. Ma femme, mon frère, et ma propre mère. Voici comment tout s'est déroulé. Moi, un homme de 28 ans, je travaille comme ingénieur logiciel, depuis les 5 dernières années. J'ai commencé dans une petite start-up technologique, et j'ai gravi les échelons, pour devenir développeur senior. Nous créons des solutions d'entreprise, des systèmes de paiement, des plateformes CRM, ce genre de choses. Ce n'est pas le travail le plus sexy au monde, mais ça payait assez, pour que j'achète une maison correcte de 2 chambres, dans un beau quartier, il y a 2 ans. Je l'ai achetée avant le mariage. Mon entreprise n'a peut-être pas la notoriété de Google ou d'Apple, mais nous sommes solides. Un salaire de base de 90 000, avec des primes annuelles, qui tournent généralement autour de 15 à 20 000. Des avantages sociaux qui couvrent réellement les choses. Un abondement au plan d'épargne retraite, 401K. Le genre de stabilité, dont la plupart des gars de mon âge rêvent encore. Mon patron, Chester, un homme de 42 ans, m'a pris sous son aile, à mes débuts. C'est un codeur de la vieille école, qui est passé à la direction, mais qui met encore les mains dans le cambouis avec le code. Il ne m'a pas seulement appris les meilleures pratiques de codage. Il m'a montré comment naviguer dans la politique de l'entreprise, comment négocier mon salaire, il m'a obtenu 12 000 de plus, lors de ma dernière promotion, et comment gérer les attentes des clients, sans promettre l'impossible. Puis, ma femme, aujourd'hui mon ex, Megan, une femme de 26 ans, est entrée dans ma vie, lors d'une fête chez un ami, il y a 3 ans. C'était une magnifique blonde, qui travaillait comme infirmière à l'hôpital local, spécialisée en pédiatrie. Nous avons eu cette alchimie instantanée, que tout le monde a remarqué, le genre de connexion qui vous donne l'impression de connaître la personne depuis des années. Ce qui a d'abord attiré mon attention, c'est la façon dont elle s'illuminait, en parlant de son travail. Pas seulement des choses superficielles, mais les aspects techniques des soins pédiatriques. Elle pouvait expliquer des procédures médicales complexes, d'une manière qui avait du sens, même pour un gars de la technologie comme moi. Intelligente, dévouée, et investie dans sa carrière. Exactement ce que je recherchais. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, avant que je ne la demande en mariage. Elle a pleuré, a dit oui, et nous avons eu un petit mariage, dans l'église de ses parents. Juste une 50aine de personnes, des amis proches, et la famille. J'ai dépensé 2 mois de salaire pour la bague, un diamant de 2,1 carats, avec un anneau en platine. Pour le contexte, mon jeune frère Ed, un homme de 24 ans, a toujours été l'enfant prodige. Plus jeune de 4 ans, mais d'une manière ou d'une autre, toujours au centre de l'attention. Plus beau, plus à l'aise avec les gens, plus doué pour charmer notre mère, afin d'obtenir tout ce qu'il voulait. Il jouait dans l'équipe de baseball du lycée. Moi, j'étais le gamin du club d'échecs, qui créait des sites web pendant son temps libre. Le cas classique du fils à maman. J'étais le garçon calme et responsable, qui travaillait dur, mais qui n'était jamais tout à fait à la hauteur, aux yeux de maman. Papa a toujours été juste avec nous deux, mais Ed était définitivement le préféré de maman. Cette dynamique n'a jamais changé. Le contraste entre nous était presque comique, lors des réunions de famille. À Thanksgiving, il y a 3 ans, Ed est arrivé avec 2 heures de retard. Sans le plat d'accompagnement qu'il avait promis, mais avec une fille qu'il avait rencontrée, la veille au soir. Au lieu d'être agacé, maman s'est pliée en 4 pour eux deux, alors que j'étais là depuis le matin, à aider à préparer la dinde. Papa a juste secoué la tête, et m'a versé un grand verre d'eau, quand maman ne regardait pas. Papa est un ingénieur en mécanique à la retraite. Logique, méthodique, il respecte les règles. Il m'a appris à faire la vidange de ma première voiture, à réparer un robinet qui fuit, tous ces trucs pratiques de papa.
Il n'a jamais compris mon travail de codage, mais il respectait le fait que j'ai trouvé une carrière solide. Maman est une ancienne institutrice d'école primaire, qui a pris une retraite anticipée, lorsque l'entreprise d'ingénierie de papa a décollé. Elle a toujours eu un faible pour Ed, qu'elle appelait son âme d'artiste sensible. Après l'université, je suis allé directement dans le codage, tandis qu'elle papillonnait d'un emploi à l'autre. Il travaillait quelque part pendant quelques mois, s'ennuyait, puis démissionnait. Il avait toujours une histoire à raconter, sur une direction toxique. Pendant ce temps, les factures de sa carte de crédit devenaient, bizarrement, le problème de maman et papa. 2 fois, je l'ai sorti de petits problèmes judiciaires. Une fois pour avoir conduit avec un permis expiré, et une autre fois pour intrusion dans l'appartement d'une ex-petite amie. Ça m'a coûté près de 3 000 €, qu'il a promis de me rembourser, dès que les choses s'arrangeraient. Finalement, je l'ai aidé à obtenir un poste dans mon entreprise, au département des ventes. Chester, mon patron, était hésitant. Il avait rencontré Ed, lors de la fête de Noël de notre entreprise, l'année précédente, et n'avait pas été impressionné. Mais je me suis porté garant pour lui. J'ai dit que je le garderais dans le droit chemin. Ed avait le charme pour ça, et je me suis dit que l'avoir là-bas, lui donnerait une certaine stabilité. Et puis, la famille veille sur la famille, n'est-ce pas? Le poste de vente dans notre entreprise était assorti d'un salaire de base de 65 000 €, plus des commissions. Pas mal, pour quelqu'un avec le CV irrégulier d'Ed. J'ai passé 3 week-ends à le former sur nos produits, et sur la terminologie du secteur. Je lui ai dit que c'était sa chance de construire quelque chose de réel. Il semblait reconnaissant, a dit toutes les bonnes choses. Chester m'a lancé un de ces regards qui disent « J'espère que tu sais ce que tu fais », quand je les ai présentés. Megan et moi nous sommes plutôt bien installés dans la vie conjugale. Notre relation n'était pas digne d'un film hollywoodien, mais elle était solide. Nous parlions de fonder une famille, peut-être dans 1 an ou 2. Je passais mes week-ends à travailler sur la maison, j'ai installé un nouvel îlot de cuisine, j'ai construit une terrasse dans le jardin, tous ces trucs de propriétaire. Megan a décoré l'endroit, lui donnant l'allure d'un de ses magazines de décoration d'intérieur. J'ai investi environ 20 000 € dans des travaux d'amélioration, au cours de cette première année. Un nouveau parquet en bois dur dans le salon, une salle de bain principale rénovée, avec une douche à effet pluie, et des sols chauffants, et un aménagement paysager dans le jardin. Chaque centime que j'investissais augmentait la valeur de la propriété, en plus de nous offrir un endroit que nous aimions tous les deux. La première année a été bonne. Nous avions nos routines. Les crêpes du dimanche matin, les soirées en amoureux du mercredi, l'escapade occasionnelle le week-end, dans la maison du lac de ses parents. Nous organisions des soirées jeux avec des amis, prenions des cours de cuisine ensemble, tous ces trucs de couple que l'on est censé faire. Nous semblions heureux. Au bout d'1 an environ, on m'a assigné un projet majeur au travail, la refonte du système de paiement, pour une grande chaîne d'hôpitaux. L'ironie de la chose ne m'échappe pas aujourd'hui. Je faisais de plus longues heures, rentrant souvent à la maison, après que Megan se soit endormie. Travailler le week-end est devenu normal. Le projet devait durer 3 mois, mais s'est étiré sur 6. J'ai commencé à manquer ces crêpes du dimanche, et ces soirées en amoureux du mercredi. Ce projet était un tremplin pour ma carrière. Mettre en œuvre avec succès un nouveau système de paiement, pour une entreprise de 2 milliards €, me mettrait sur la voie rapide, pour un poste d'architecte principal. Un salaire plus élevé, des options d'achat d'actions, plus de contrôle sur les projets sur lesquels je travaillais. J'ai expliqué tout cela à Megan, et elle semblait comprendre. Elle m'a même apporté le dîner au bureau, à quelques reprises, pendant ses premières semaines d'heures supplémentaires. Pendant ce temps, Megan s'est fait une nouvelle amie au travail, Alexis. Cette infirmière itinérante de Seattle, qui faisait une rotation de 6 mois, dans notre hôpital. Alexis était tout ce que Megan n'était pas. Célibataire, insouciante, un peu sauvage. Soudain, Megan sortait pour des soirées entre filles avec Alexis, et rentrait à la maison avec des histoires sur des clubs, dont j'ignorais l'existence dans notre ville. J'étais trop occupé par mon projet, pour vraiment remarquer à quel point les choses changeaient. Les choses ont commencé à devenir bizarres environ 4 mois avant que tout n'implose, juste au moment où mon grand projet touchait à sa fin. Le système a finalement été lancé, et j'avais hâte de reprendre une vie normale avec Megan. Mais en cours de route, la norme avait changé.
l'emploi du temps de Megan est devenu imprévisible. Elle avait toujours été constante avec ses gardes à l'hôpital, 3 jours de 12 heures, puis 4 jours de repos. Mais soudainement, elle prenait des gardes supplémentaires, et sortait plus souvent avec ses collègues. Quand je lui posais la question, elle disait que l'hôpital manquait de personnel, ou que son ami Amber traversait une rupture, et avait besoin de soutien. Un soir, j'ai vérifié nos relevés bancaires, et j'ai remarqué que Megan retirait 200 à 300 euros en espèces, chaque semaine, depuis 2 mois. Quand je lui ai posé la question avec désinvolture, elle a dit quelque chose de vague, sur le fait de préférer l'argent liquide, pour les petits achats, et les soirées entre filles. Cela semblait logique en surface, mais c'était un nouveau comportement. J'ai essayé de renouer le contact, j'ai suggéré que nous fassions un petit voyage d'un week-end, pour célébrer la fin de mon projet. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas prendre de congé. J'ai proposé de lui cuisiner son dîner préféré. Elle m'a envoyé un texto à la dernière minute, disant qu'Alexis avait besoin de son aide pour quelque chose. Une personne rationnelle aurait pu relier ces points plus tôt, mais je fonctionnais encore sur la confiance. 6 années passées à concevoir des systèmes d'entreprise, m'avaient appris à rechercher de multiples points de données, avant de déclarer un bug. J'avais besoin de plus de preuves. Ensuite, il y a eu l'histoire du téléphone. Elle textotait constamment, avec ce petit sourire sur le visage. Mais à la seconde où j'entrais dans la pièce, le téléphone était retourné. Quand je demandais à qui elle parlait, elle répondait juste Amber, ou la conversation de groupe du travail. Après que j'ai obtenu ce travail de vente à aide dans mon entreprise, il a commencé à venir plus souvent, aux happy hours du bureau. Megan s'y pointait aussi, disant qu'elle voulait nous soutenir tous les deux. Il y a eu ce soir-là, au bar Lies, où je me suis retrouvé coincé à parler à un client, qui s'était présenté à l'improviste. J'étais à l'autre bout de la pièce, pendant peut-être 45 minutes. Quand j'ai enfin pu m'échapper, j'ai trouvé Megan et Ed dans une conversation profonde, dans une banquette dans le coin, leurs têtes se touchant presque. Ils ont un peu sursauté, quand je me suis approché. Ed s'est immédiatement lancé dans une histoire, concernant une piste potentielle à l'hôpital où travaillait Megan. La façon dont il discutait d'une porte d'entrée avec le service des achats, semblait logique en surface. Ce qui n'avait pas de sens, c'était la façon dont la main d'Ed s'attardait sur le bras de Megan, un instant de trop, ou comment les joues de Megan étaient empourprées, d'une manière que je reconnaissais de nos premiers rendez-vous. Mais encore une fois, mon propre frère, ma propre femme. J'ai classé ça comme une anomalie, et non comme un schéma. Ed a aussi commencé à se pointer chez nous, à l'improviste. Il apportait à Megan ses petits cadeaux. Son café préféré, de cette boutique spécialisée du centre-ville, des chocolats de luxe, ou des bougies qu'elle aimait. Quand je le remerciais pour son attention, il disait juste « je veille sur ma belle-sœur ». Je trouvais vraiment ça gentil, à l'époque. Putain de naïf. Au travail, Ed s'en sortait plutôt bien dans les ventes. Il a atteint 115% de son quota, 3 mois de suite. Il a commencé à mieux s'habiller. Il semblait plus concentré. J'étais secrètement fier que mon aide ait porté ses fruits. Mes collègues me félicitaient d'avoir remis Ed dans le droit chemin, et je ressentais ce sentiment déplacé d'accomplissement fraternel. Puis, environ 2 mois plus tard, Megan a commencé à être malade le matin. Je l'entendais dans la salle de bain à 6 heures du matin, l'eau de la douche coulant pour masquer les bruits. Un matin, je me suis levé pour voir comment elle allait, et je lui ai tenu les cheveux pendant qu'elle vomissait. J'ai suggéré qu'elle était peut-être enceinte, et elle a paniqué, comme si elle était vraiment terrorisée. Elle a dit que ce n'était qu'une gastro-entérite, qui circulait à l'hôpital. Elle a immédiatement pris rendez-vous chez le médecin, mais elle ne voulait pas que je l'accompagne. Elle a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. J'avais suivi son cycle sur mon calendrier. Après tout, nous étions censés essayer d'avoir un bébé. Elle avait 2 semaines de retard, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Je ne l'ai pas pressée sur le sujet, cependant. Je me suis dit qu'elle me le dirait quand elle serait prête. Peut-être voulait-elle en être sûre, avant d'annoncer la nouvelle. Mon ami Kevin, qui travaille dans l'administration hospitalière, pas à l'hôpital de Megan, m'a retrouvé pour prendre un verre, vers cette époque. Il m'a demandé comment ça allait, et j'ai mentionné la mystérieuse gastro de Megan. Nausée matinale, mon frère ? A-t-il dit avec un clin d'œil. Je lui ai dit que Megan le niait, et il a eu une expression bizarre sur le visage.
Vous essayez toujours tous les deux. Quand j'ai répondu oui, il a juste hoché la tête, et a changé de sujet. Plus tard dans la soirée, il m'a envoyé un texto. Et mec, je ne veux pas causer de problème, mais comment s'en sort être dans ton entreprise? J'ai répondu qu'il s'en sortait bien, qu'il atteignait ses objectifs de vente. Kevin n'a jamais expliqué pourquoi il posait la question. Vers cette époque, maman a commencé à agir bizarrement, elle aussi. Elle appelait Megan directement, au lieu d'appeler sur notre téléphone fixe, comme d'habitude. Quand j'étais dans les parages pendant ces appels, Megan disait des choses comme « Oui, j'ai bien cette recette » ou « Je vérifierai cette promotion ». Mais les conversations semblaient plus longues que nécessaire. Une fois, je suis entré pendant qu'elles étaient sur haut-parleur, et maman a rapidement dit « Oh, Josh est à la maison. On en reparlera plus tard ». Maman avait toujours bien aimé Megan, mais soudain, elles avaient cette nouvelle complicité. Elles allaient faire du shopping ensemble. Elles avaient des blagues entre elles, dont je ne faisais pas partie. Maman a même donné à Megan un collier de famille, qui était promis à ma future femme depuis mon enfance. Quand j'ai mentionné que j'étais surpris par cela, maman a dit « Eh bien, c'est ta femme maintenant, n'est-ce pas ?» Quelque chose dans son ton sonnait faux. Tout s'est effondré un jeudi du mois d'avril. Je travaillais à domicile, pendant que Megan faisait une garde à l'hôpital. J'avais prévu de la surprendre, avec son repas à emporter préféré pour le dîner, quand elle rentrerait, en espérant renouer le contact, après des semaines à ressentir de la distance entre nous. Vers l'heure du déjeuner, j'ai reçu une notification par email, m'informant qu'une livraison de meubles que j'attendais, était programmée pour le lendemain. Je devais confirmer le créneau horaire, mais je ne trouvais pas la confirmation d'origine dans ma boîte de réception pour y répondre. Nous partagions un ordinateur de bureau, dans notre bureau à domicile, que nous utilisions tous les deux. Megan pour sa formation continue d'infirmière, et moi pour mes projets personnels. J'étais connecté à mon compte de messagerie, mais je me suis souvenu que Megan organisait parfois mes emails, lorsqu'elle utilisait l'ordinateur. Elle était obsédée par l'objectif 0 message dans la boîte de réception, alors que je laissais les emails s'accumuler. Je me suis dit que Megan l'avait peut-être vu, et déplacé dans un dossier. Je me suis donc connecté à sa boîte de réception, pour voir si elle se l'était transférée. C'est là que j'ai vu un fil de discussion, entre elle et ma mère, avec pour objet, ne laisse pas Josh le découvrir. Mon estomac s'est noué. Je suis resté assis là, à fixer cet objet de mail, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Il y avait cette voix dans ma tête, qui disait, ferme le navigateur. Respecte sa vie privée. Mais une voix plus forte disait, c'est quoi ce bordel? J'ai commencé à lire le fil de discussion, les mains tremblantes, et c'était comme recevoir des coups de poing au visage, à répétition. Des emails remontant à 3 mois, entre ma mère et Megan, discutant de la façon de cacher la liaison de Megan avec Ed. Les premiers emails étaient vagues. Maman demandait à Megan si elle était sûre de cette voix, et l'avertissait de faire plus attention, en présence de Josh. Mais ils sont rapidement devenus explicites. Maman lui donnait, littéralement, des conseils sur la façon de couvrir ça, sur quand prétexter des gardes à l'hôpital, quelles excuses utiliser, et elle proposait même sa maison comme lieu de rendez-vous, quand papa était parti jouer au golf. Franck fait toujours 18 trous le jeudi, alors vous avez au moins 4 heures, disait un email. Maman avait créé un emploi du temps détaillé, indiquant quand papa serait hors de la maison, pour que Megan et Ed l'utilisent. Ma propre mère, en train de comploter dans mon dos. Puis, la bombe. Les derniers emails concernaient la grossesse. Megan était enceinte de 2 mois, confirmée par son médecin, et il n'était pas sûr si c'était le mien, ou celui d'Ed. Le timing correspondait avec nous deux. Il y avait un email avec Megan, en train de paniquer, après que j'ai suggéré que les nausées matinales pourraient être une grossesse. Ma propre mère disait à ma femme, de le faire passer pour le mien de toute façon, disant que Josh fera un meilleur père de toute façon, et que ce qu'il ne sait pas, ne lui fera pas de mal. La conversation entière se lisait comme un roman de conspiration. Il y avait des alibis précis avec des horodatages, des plans de secours, et même un calendrier partagé, où elle suivait mon emploi du temps professionnel, et planifiait leur rendez-vous en conséquence. La nature systématique de tout cela, est ce qui m'a atteint. Ce n'était pas juste une erreur impulsive. C'était une tromperie calculée et continue, impliquant les 3 personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Je me sentais physiquement malade.
Je suis resté assis devant l'ordinateur, pendant ce qui a dû être des heures, à lire ces emails. Chacun d'eux était plus dévastateur que le précédent. J'espérais sans cesse trouver quelque chose, n'importe quoi, qui me dirait que tout cela n'était qu'un malentendu, une blague de mauvais goût, quelque chose d'autre que ce que c'était. Mais non, c'était douloureusement clair. J'ai pris des captures d'écran de tout, et je les ai enregistrées sur une clé USB. Ensuite, j'ai imprimé les plus incriminants, et je les ai mis dans un dossier. J'ai appelé Chester. Je n'arrivais pas à penser correctement. J'avais besoin de quelqu'un de pondéré. Tu as besoin d'un avocat, m'a-t-il dit. Maintenant, ne les confronte pas tout de suite. Chester connaissait une bonne avocate. Son deuxième divorce avait été compliqué. Il a passé l'appel directement, depuis mon salon. Il a mis sur haut-parleur. Sarah Jacobson, avocate spécialisée en divorce. Puisque nous vivions dans un état reconnaissant la faute, et que j'avais des preuves claires d'infidélité, Sarah a dit que j'étais dans une position de force. Le fait que j'ai acheté la maison avant le mariage, signifiait qu'elle ne serait pas considérée comme un bien matrimonial. Pareil pour la plupart de mes investissements, et de mes économies. Elle m'a conseillé de sécuriser mes finances, immédiatement. Alors, Chester m'a conduit à la banque. J'ai transféré la plupart de nos fonds communs, vers un compte séparé, en laissant assez dans le compte commun, pour éviter les accusations d'abandon financier. J'ai laissé exactement 5 000 € sur notre compte commun. Assez pour montrer que je n'essayais pas de la bloquer financièrement, mais pas assez pour financer une nouvelle vie avec mon frère. Le reste, environ 38 000 €, est allé sur un compte individuel, uniquement à mon nom. J'ai également appelé ma société d'investissement, et vérifié que mes actifs prénuptiaux, environ 115 000 € dans divers fonds, étaient correctement documentés comme biens propres. Le temps que Meghan rentre à la maison ce soir-là, j'avais déjà mis les choses en mouvement. Sarah rédigeait les papiers du divorce. Chester m'avait aidé à retrouver un peu mon sang-froid. Je n'ai pas confronté Meghan ce soir-là. J'étais encore sous le choc, et j'avais besoin de penser de manière stratégique. Comment s'est passée ta garde? Ai-je demandé, la voix étonnamment stable. Épuisante, a-t-elle dit, en détaillant une crise fictive aux urgences. Je l'ai regardée me mentir en face, en pensant aux emails, où elle décrivait sa rencontre avec Ed, chez ma mère ce jour-là même. Le plus dur a été de faire comme si de rien n'était, alors que ma vie entière implosait. Elle a demandé pourquoi la voiture de Chester était dans notre allée, plus tôt. Apparemment, les voisins en avaient parlé. J'ai dit que nous avions discuté d'un projet de travail, un autre mensonge à ajouter à la pile. Au cours des jours suivants, j'ai agi normalement, tout en mettant tout en place. J'allais au travail, je faisais la conversation à Meghan le soir, nous avons même regardé notre émission habituelle du jeudi soir ensemble, tout en mourant à l'intérieur. J'ai rassemblé tous mes documents importants, et je les ai mis dans un coffre-fort. J'ai bloqué nos cartes de crédit communes. J'ai même installé de petites caméras dans nos espaces communs, ce qui était totalement légal, puisque c'était ma maison. Chester m'a aidé à les installer pendant que Meghan était au travail, juste au cas où ils essaieraient de prendre ou de détruire quoi que ce soit, a-t-il conseillé. Kevin, de l'administration de l'hôpital, m'a envoyé un texto pour prendre des nouvelles. Il s'avère qu'il avait vu Meghan et Ed ensemble, dans un restaurant quelques semaines auparavant, ayant l'air plus intime que des beaux-parents ne devraient l'être. Il essayait de trouver un moyen de me le dire. Je l'ai remercié d'avoir essayé. Je lui ai dit que j'avais découvert le pot aux roses par moi-même. Mon plan a commencé à prendre forme le dimanche soir. Meghan était sous la douche, quand une notification de texto est apparue, sur son iPad posé sur la table basse, venant d'Ed, disant qu'il avait hâte de la voir demain, chez maman. La trahison se produisait littéralement tous les jours, juste sous mon nez. C'est à ce moment-là que j'ai décidé du plan pour le dîner. J'ai appelé mon père lundi matin, et je lui ai demandé s'il pouvait organiser un dîner de famille, chez nous ce week-end-là. Je lui ai dit que j'avais de bonnes nouvelles à partager. Es-tu sûr de vouloir recevoir? Ta mère et moi pouvons le faire, a-t-il proposé. Non, j'insiste. Je veux que ce soit chez nous, ai-je dit, en pensant à quel point ce serait parfait, de les confronter tous sur mon territoire. J'ai invité Ed et mes parents, et j'ai dit à Meghan de se préparer pour un dîner spécial. Elle semblait nerveuse, mais a accepté. Je pouvais voir la tension dans ses épaules,
quand j'ai mentionné qu'Ed venait. Elle a envoyé des textos constamment ce jour-là, probablement pour coordonner les versions, avec lui et maman. Dans les jours qui ont précédé le dîner, j'ai rencontré Sarah 2 fois de plus. Elle avait préparé des brouillons pour la demande de divorce. Sarah a appelé jeudi avec une mise à jour. Les papiers du divorce seraient prêts le vendredi matin. Je les ai récupérés pendant ma pause déjeuner. L'enveloppe Kraft me brûlait les doigts, dans mon sac à dos, toute l'après-midi. Le jour du dîner, j'ai pris l'après-midi de congé pour tout préparer. La nourriture a été commandée dans ce bon restaurant italien du centre-ville. Pas question que je cuisine. Les papiers du divorce dans une enveloppe Kraft, et un dossier de mai dans une plus grande enveloppe, pour mon père. La caméra dans la salle à manger enregistrait, au cas où les choses dégénéreraient, et que j'aurais besoin de preuves plus tard. J'avais aussi une autre surprise de prête. J'avais encaissé des stock options, et j'avais fait un chèque de banque de 10 000 € à l'ordre de mon père. Le montant exact que je savais que mes parents avaient récemment prêté à Ed, pour rembourser ses cartes de crédit. Je me suis dit que papa devait récupérer son argent, avant que la famille n'implose. Mes parents sont arrivés les premiers, à 18h30. Maman m'a fait ce câlin bizarre et tendu, et a immédiatement demandé où était Megan. Elle est en haut, en train de se préparer, ai-je dit, la voix étonnamment stable. Ed s'est pointé le dernier, à 18h45. Il arborait ce sourire arrogant, qui m'a donné envie de le frapper sur place. Il m'a donné une de ses accolades de pote, en me tapant dans le dos, comme si nous étions toujours proches. J'ai dû utiliser chaque once de maîtrise de moi-même, pour ne pas réagir. Megan est descendue, dans cette robe bleue que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Nous nous sommes tous assis pour dîner. Je suis resté calme, faisant la conversation sur le travail, le temps qu'il faisait, la partie de golf de papa. Maman n'arrêtait pas de lancer des regards nerveux, entre Megan et Ed. Megan a à peine touché à sa nourriture, elle a juste joué avec dans son assiette. Après le plat principal, papa a levé son verre. Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle que tu voulais partager avec nous? J'ai souri, j'ai passé la main sous la table, et j'ai sorti l'enveloppe Kraft. En fait, j'ai bien quelque chose à partager, ai-je dit, en faisant glisser l'enveloppe sur la table, vers Megan. Ce sont les papiers du divorce. La pièce est devenue d'un silence de mort. Le visage de Megan est devenu blanc. De quoi tu parles? A-t-elle murmuré, sans ouvrir l'enveloppe. Je sais tout, Megan. À propos de toi et Ed. Du bébé qui pourrait être le sien. De maman qui vous a aidé à tout cacher? J'ai gardé une voix stable, même si je bouillonnais à l'intérieur. Maman a eu un halètement dramatique. Comment oses-tu les accuser d'une telle chose? Megan ne ferait jamais. Je l'ai coupée, en sortant la deuxième enveloppe, et en la tendant à mon père. Ce sont des emails, entre maman et Megan, qui discutent de la liaison, et de la façon de me la cacher. Ça dure depuis au moins 3 mois. Les mains de papa tremblaient, pendant qu'il commençait à lire. Les couleurs ont quitté son visage. Ed s'est levé brusquement, renversant sa chaise. Tu n'avais aucun droit de fouiller dans ces emails, a-t-il crié, comme si c'était ça le vrai crime, ici. Je pense que j'avais tout à fait le droit de savoir que ma femme couche avec mon frère, et qu'elle pourrait être enceinte de son enfant, ai-je dit, en gardant toujours ma voix posée. Combien de temps comptais-tu cacher ça, Megan? Allais-tu simplement le faire passer pour le mien? Megan a éclaté en sanglots. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle gémi. Je t'aime. C'était une erreur. Une erreur de 3 mois avec mon frère, pendant que ma mère te couvrait? J'ai ri, mais sans aucune trace d'humour. Et maintenant, tu es enceinte. Maman a essayé d'attraper les papiers que papa lisait, mais il les a tenus hors de sa portée. Catherine, qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé, d'une voix dangereusement calme. Les as-tu aidés à cacher ça à Josh? Le visage de ma mère est passé, du faux choc, à la panique. Megan, tu m'avais dit que tu étais sûre que c'était celui de Josh, a-t-elle dit, jetant soudainement Megan sous le bus, pour se sauver elle-même. Papa a levé les yeux des emails, le visage dur comme de la pierre. Catherine, étais-tu au courant de ça? Les as-tu aidés à cacher ça à notre fils? Sa voix était basse, mais mortellement sérieuse. Maman a commencé à pleurer,
essayant de jouer la victime. J'essayais juste de protéger la famille. Ed a fait une erreur, mais briser la famille n'aiderait personne. Ed, ce bout de merde arrogant, s'est réellement moqué. Allez, ce n'est pas si grave. Megan et moi, on s'est rapprochés. Ça arrive. Josh travaille tout le temps, de toute façon. Il fait à peine attention à elle. Quelque chose a craqué en moi. Je me suis levé, j'ai contourné la table, et je lui ai donné un coup de poing en plein sur le nez. Il y a eu un craquement satisfaisant, et le sang a immédiatement commencé à couler sur son visage. Il a trébuché en arrière, renversant une petite table. Maman a hurlé, se précipitant vers Ed. Josh, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Papa s'est levé alors, l'air plus en colère que je ne l'avais jamais vu. Ça suffit, Catherine. Notre fils vient de découvrir que sa femme et son frère l'ont trahi de la pire façon possible, et tu t'inquiètes pour le nez d'Ed. Il a pointé Ed du doigt. Sors de cette maison, tout de suite. Ed a tenu son nez ensanglanté, nous foudroyant tous du regard. Ce n'est pas fini. Tu vas le regretter, a-t-il craché, avant de sortir en trombe par la porte d'entrée. Maman a essayé de le suivre, mais papa lui a attrapé le bras. Tu restes exactement ici. Nous avons beaucoup à discuter, concernant ton rôle dans tout ça. Megan pleurait toujours à table. Josh, s'il te plaît. Nous pouvons surmonter ça. Je suis tellement désolé. J'ai fait une terrible erreur. Je me suis tourné vers elle, ne ressentant rien d'autre qu'un froid mépris. Je veux un test de paternité. Si tu gardes ce bébé, j'ai besoin de savoir s'il est de moi. Et de toute façon, entre nous, c'est fini. J'ai tendu le chèque de banque à mon père. C'est pour rembourser ce qu'elle t'a emprunté récemment. J'ai pensé que tu devrais récupérer ton argent, avant que tout ne s'effondre. Papa a regardé le chèque, puis m'a regardé, avec des yeux tristes. Fils, je n'avais aucune idée que tout cela se produisait. Maman essayait frénétiquement de s'expliquer, disant qu'elle voulait juste protéger Ed, qu'elle savait que c'était mal, mais pensait que ce ne serait qu'une phase, qu'elle ne voulait pas me blesser. Papa ne voulait rien entendre. Il lui a dit de prendre son manteau. Il partait. Après le départ de mes parents, Megan et moi sommes restés assis en silence, pendant ce qui m'a semblé être des heures. Finalement, elle a pris la parole. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant? Maintenant, tu fais un sac, et tu pars. La maison est à moi. Ce n'est pas un bien commun. Tu as jusqu'à demain pour trouver où tu vas aller, mais ce ne sera pas ici. Elle a hoché la tête lentement, puis est montée faire ses valises. Je suis resté assis à la table de la salle à manger, entouré par les ruines de ce que je croyais être ma vie, en me sentant étrangement calme. Le pire était arrivé, et j'y avais survécu. À partir de maintenant, tout ne serait que reconstruction. Les semaines suivantes n'ont été qu'un flou, de réunions avec l'avocate, et de paperasse. Megan a déménagé pour s'installer chez une amie, pas avec Ed. Fait intéressant, j'avais changé les serrures, le lendemain du dîner. Le test de paternité a été programmé, dès qu'il a été sûr de le faire. Megan a accepté sans discuter. Je pense qu'une partie d'elle espérait que le bébé soit le mien, en pensant que cela pourrait changer les choses. Puis, 2 semaines après le dîner, j'ai reçu une assignation pour délit de coups et blessures, courtoisie d'Ed, qui avait eu le culot de signaler le coup de poing à la police. Mon avocate, Sarah, n'était pas outre mesure inquiète. Première infraction, pas d'arme, et une situation de provocation émotionnelle. Pas une défense légale en soi, mais potentiellement pertinent pour la détermination de la peine. Elle a clairement indiqué que le tribunal n'ignorerait pas l'agression, mais que le contexte pourrait jouer en ma faveur. 3 mois plus tard, nous avons une autre audience. Ed s'est présenté, le bras autour de maman, jouant la victime comme un pro. Je suis venu avec Sarah, et 2 témoins de moralité de mon travail, dont Chester, qui a témoigné de mes antécédents de professionnalisme, et de retenue. Le juge a examiné l'incident, a entendu les témoignages sur les circonstances qui y ont conduit, et a accepté certaines preuves contextuelles concernant la liaison, non pas comme justification, mais comme toile de fond. Au final, le tribunal m'a déclaré coupable de coups et blessures simples, et a imposé une amende de 500 €, notant qu'il s'agissait d'un acte isolé, en réponse à une trahison profondément personnelle. Le juge n'a pas mâché ses mots,
disant que j'avais laissé les émotions prendre le pas sur mon meilleur jugement, mais il a également sous-entendu qu'Ed avait de la chance que les choses n'aient pas dégénéré davantage. Maman avait l'air mortifiée. Ed a lancé un regard noir, comme s'il s'attendait à des applaudissements. J'ai considéré que c'était 500 € bien dépensés. Papa m'a appelé le jour où la plainte pour agression a été déposée. Il était furieux, pas contre moi, mais contre Ed. Il m'a dit qu'il avait déjà pris des mesures pour retirer complètement Ed de son testament. Quand maman l'a découvert, elle a apparemment piqué une crise de nerfs totale, menaçant de quitter papa s'il allait jusqu'au bout. Je lui ai dit qu'elle était libre de partir, mais qu'elle devait savoir que je m'assurerais qu'elle n'obtienne rien si elle choisissait Ed plutôt que notre famille. Papa m'a dit que ça l'avait fait taire assez vite. Les finances de mon père ne sont pas une blague. 30 ans dans son cabinet d'ingénierie, des investissements judicieux, des biens immobiliers. Pas étonnant que maman ait paniqué quand papa a menacé de déshériter Ed. Les vraies couleurs de maman se sont révélées tout au long de cette histoire. Elle avait élevé Ed en lui faisant croire qu'il ne pouvait rien faire de mal, et maintenant, elle faisait face aux conséquences d'avoir créé un crétin aussi égocentrique. Papa a dit qu'elle traînait toujours dans la maison, pleurant sur le fait que sa famille s'effondrait. Mais au moins, elle avait arrêté de défendre Ed ouvertement. Papa est passé à la maison, une semaine après le dîner. Il a apporté ses outils, et m'a aidé à repeindre le salon, et la chambre principale, effaçant toute trace des choix de décoration de Megan. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant que nous travaillions, mais quand nous avons terminé, il a posé sa main sur mon épaule et a dit « Tu gères ça mieux que je ne l'aurais fait à ton âge. Je suis fier de toi. » Ça signifiait plus pour moi qu'il ne le pensait. Je suis retourné au travail après une semaine de congé. Chester avait dit à l'équipe que je faisais face à des problèmes familiaux et que j'avais besoin d'espace. À mon retour, il avait déplacé mon bureau à un autre étage, loin du département d'Ed. Une initiative intelligente. J'ai appris plus tard que Chester avait également placé Ed sous un plan d'amélioration des performances, citant des préoccupations éthiques dans son dossier. Techniquement, coucher avec la femme de son frère n'est pas un motif de licenciement, mais Chester a trouvé des moyens de rendre la vie professionnelle d'Ed difficile, sans franchir aucune limite des ressources humaines. Les parents très religieux de Megan ont tout découvert, par mon père, qui a estimé qu'ils méritaient de savoir ce que leur fille avait fait. Ils étaient dévastés. Son père m'a appelé personnellement pour s'excuser, disant qu'il l'avait mieux élevée que ça. Ils ont dit à Megan qu'elle n'était pas la bienvenue chez eux, tant qu'elle n'aurait pas retrouvé le chemin de Dieu. Assez dur, mais je ne pouvais pas leur en vouloir d'être déçu. Ed et Megan ont fini par louer un appartement ensemble, même si, d'après ce que j'ai entendu dire, ils étaient loin d'être heureux. Maman était leur seule visiteuse, si glissant en douce, quand elle pensait que papa ne le remarquerait pas. J'ai complètement coupé les ponts avec eux trois. J'ai changé de numéro, j'ai bloqué leurs emails, la totale. Papa était le seul membre de la famille à qui je parlais encore. Les résultats du test de paternité sont revenus. Le bébé n'était pas de moi. D'une certaine manière, ce fut un soulagement. Une rupture nette, sans aucun lien biologique à entretenir. La procédure de divorce s'est déroulée en douceur après cela, l'infidélité étant prouvée, et le test de paternité confirmant que ce n'était pas mon enfant. Puisque nous vivions dans un état reconnaissant la faute, Megan n'a presque rien obtenu. J'ai gardé la maison, mes comptes de retraite, et la plupart de nos actifs. Elle ne s'est même pas battue. Je pense qu'elle savait qu'elle n'avait aucun motif pour le faire. Nos amis ont pour la plupart pris mon parti, surtout après avoir appris toute l'histoire. Quelques-uns ont essayé de rester neutres, disant qu'il y a deux côtés à chaque histoire, mais ils se sont estompés assez rapidement. Mes vrais amis ont assuré, ils m'ont invité à dîner, ont pris des nouvelles régulièrement, et ne m'ont pas laissé m'isoler. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, j'ai pris un nouveau projet, reconstruisant le système de traitement des réclamations d'une grande compagnie d'assurance. Les semaines de 70 heures m'empêchaient de penser à tout le reste. Chester a commencé à me préparer pour un poste de directeur technique, une progression plus rapide que ce à quoi je m'attendais, mais j'y étais prêt. J'ai aussi rejoint une salle de sport, j'ai engagé un entraîneur qui m'a fait transpirer 3 fois par semaine, j'ai perdu les 7 kilos que j'avais pris pendant mon mariage, j'ai pris du muscle, j'ai recommencé à courir, et j'ai fait un semi-marathon, 6 mois après le divorce. Les rencontres amoureuses étaient la dernière chose à laquelle je pensais, pendant longtemps.
Des amis ont essayé de me caser, mais je n'étais pas prêt. Les problèmes de confiance ne disparaissent pas du jour au lendemain. 6 mois après que tout se soit effondré, j'étais dans une bonne passe. Le divorce était finalisé, les accusations d'agression avaient été réglées avec une petite amende, et j'avais été promu au travail. La maison me semblait enfin être la mienne à nouveau, après que je l'ai rénovée, et que je me sois débarrassé de tout ce qui me rappelait Megan. J'ai complètement vidé la salle de bain principale. Nouveau carrelage, nouveaux équipements, tout à neuf. J'ai converti la chambre d'amis en salle de sport à domicile, et j'ai construit un centre de divertissement sur mesure dans le salon. La maison est devenue un projet qui a gardé mes mains occupées, et mon esprit concentré. Au moment où j'ai fini, cela ne ressemblait plus du tout à l'endroit où Megan et moi avions vécu ensemble. Mes finances étaient plus florissantes que jamais. La promotion s'est accompagnée d'une augmentation de salaire de 20 000 €, plus des stocks options. J'ai maximisé mes cotisations à mon plan de retraite, 401K, j'ai ouvert un compte d'investissement séparé, et j'ai même commencé à regarder les biens locatifs, comme source de revenus potentiels. À 28 ans, j'étais dans une meilleure position financière que la plupart des gars de mon âge, surtout sans une femme pour vider mes ressources. Puis, sorti de nulle part, j'ai reçu un texto de maman, me demandant de la rencontrer dans un restaurant du centre-ville. Elle disait que c'était important, et qu'elle avait besoin de me parler en personne. J'ai accepté de la rencontrer pendant ma pause déjeuner, en précisant bien que je n'avais que 30 minutes. Quand je suis arrivé au restaurant, j'ai immédiatement regretté d'être venu. Maman n'était pas seule. Megan était assise à côté d'elle, l'air épuisé, avec un porte-bébé sur la banquette. J'ai failli faire demi-tour, mais maman m'a repéré, et m'a fait de grands signes de la main. Je me suis approché, et je me suis assis en face d'elle, sans prendre la peine de dire bonjour. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé, en regardant directement maman. Elle a eu la décence de paraître mal à l'aise. « Ton père ne sait pas que je suis là ?» a-t-elle admis. « Mais j'avais besoin de te parler. » Ed a été arrêté. Cela a attiré mon attention. Arrêté pourquoi? Il a été surpris en train de détourner de l'argent de l'entreprise, et il s'est aussi fait arrêter pour conduite en état d'ivresse, la semaine dernière, a dit maman, la voix brisée. Il risque une lourde peine de prison. J'ai besoin de ton aide, pour payer sa caution. Je l'ai juste fixé avec incrédulité. Tu veux que je paie la caution du frère qui a couché avec ma femme, l'a mise enceinte, et a ensuite porté plainte pour agression contre moi? Es-tu folle? En regardant de plus près, j'ai pu voir que le sac à main de créateur de maman était éraflé et usé. Sa manucure était écaillée. Papa avait dû lui couper les vivres. Tant mieux pour lui. Megan a pris la parole à ce moment-là, d'une toute petite voix. Elle nous a quittés juste après la naissance de Lily, a-t-elle dit, en faisant un geste vers le bébé. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Il buvait beaucoup. Parfois, il se mettait en colère, et me bousculait. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction de voir que leur relation avait implosé. Pas de pitié pour sa situation. Juste rien. Il l'a frappé, Josh, a dit maman, comme si cela allait d'une manière ou d'une autre, me faire m'en soucier. Et maintenant, elle est seule avec le bébé. Pas de travail, pas de soutien. Je l'ai regardé, Megan. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Elle a commencé à pleurer. Je ne sais pas quoi faire. Mes parents ne veulent plus me parler. Je ne peux pas travailler avec un nouveau-né. Aide à vider notre compte bancaire avant de se faire arrêter. J'ai pensé que tu pourrais peut-être m'aider, juste le temps que je me remette sur pied. Je me suis adossé, et j'ai regardé ces deux femmes qui m'avaient trahi. Elles me demandaient maintenant de l'aide, parce que le type qu'elles avaient choisi à ma place, s'était avéré être exactement la merde que j'avais toujours su qu'il était. Maman a hoché la tête. La famille est de la famille, Josh. J'ai failli rire. Où était cette loyauté familiale, quand tu les aidais à me cacher leur liaison? Quand tu as convaincu Megan, d'essayer de faire passer ce bébé pour le mien? J'ai fait une erreur, a dit maman, les larmes aux yeux. Je pensais protéger tout le monde. Non, tu protégeais ton petit préféré, ai-je répondu d'un ton plat. Et maintenant, tu le choisis encore, même après tout ce qu'il a fait. Maman s'est penchée en avant, baissant la voix. Ton père n'est pas raisonnable.
il a gelé tous nos comptes. Je ne peux accéder à aucun argent, sans son approbation. Il parle de divorce, si je ne coupe pas complètement les ponts avec Ed. Ça me semble raisonnable, ai-je dit. Papa se défend enfin. Je me suis levé, en sortant mon portefeuille. J'ai jeté une carte de visite sur la table, pour un refuge pour femmes. Cet endroit peut t'aider, Megan. Moi, je ne le ferai pas. Quant à Ed, il peut pourrir en prison pour ce que j'en ai à faire. J'ai regardé maman. Ne me contacte plus. Dis à papa qu'il me manque, et qu'il est le bienvenu pour m'appeler quand il veut. Je suis sorti, sans me retourner. Dans ma voiture, je suis resté assis un moment, m'attendant à ressentir quelque chose. De la colère, le sentiment d'être vengé, peut-être même de la pitié. Mais non, ce n'était plus mon problème. J'avais reconstruit ma vie à partir des cendres qu'ils avaient laissées, et je m'en sortais très bien sans eux. Ce soir-là, papa m'a appelé. Il avait deviné où maman était allée, et pourquoi. Il s'est excusé pour son comportement, et m'a assuré qu'il n'avait aucune intention d'aider Ed non plus. Nous avons parlé pendant près d'une heure, du travail, de la maison, de la nouvelle femme que je fréquentais. Des trucs normaux entre un père et son fils. Puis, des mois plus tard, j'ai appris par des amis communs, qu'Ed avait accepté de plaider coupable, prenant 18 mois pour détournement de fonds. Megan était retournée dans sa ville natale, apparemment suffisamment réconciliée avec ses parents, pour qu'il l'aide avec le bébé. Quant à moi, ma promotion au travail s'est transformée en un poste de directeur, supervisant une équipe de 15 développeurs. J'ai acheté un bien locatif, qui génère déjà un flux de trésorerie positif. Je prévois une randonnée de 2 semaines à travers Yellowstone, l'été prochain. Quelque chose que j'ai toujours voulu faire, sans jamais prendre le temps de le réaliser. La vie n'est pas parfaite, mais j'avance. Et je sais maintenant, que je suis plus fort que je ne l'aurais jamais cru possible. Certains jours, c'est